98.1. Radio Lévis-la-Beauce. La radio la plus écoutée de Québec. Trois-Rivières. Numéro 1. Bellechasse. Portneuf. Point final. 98.1. La fameuse Radio X. La chronique auto PRNDS à tous les dimanches matins. Une présentation de Best Buy Pièces d'Auto Rive-Sud. T'es un garagiste minutieux de la qualité. Moi pis toi, on va bien s'entendre. Découvre un inventaire imposant puis un service gratuit de livraison commerciale. Best Buy Pièces d'Auto Rive-Sud, 5990 Wilfrid Carrier à Lévis. Le show du matin week-end. Le show du matin week-end. Radio X. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? 9 degrés à Québec. Aujourd'hui, ce sera ensoleillé avec un max de 18. C'est une tempête de neige qui s'en vient, non? Non, mon Dieu du fun. Ouais, ce soir que cette nuit, ce sera nuageux avec un minimum de 10. Pour lundi, c'est de la bruine qui devrait cesser en matinée avec un max de 18. Et pour mardi à plus long terme, ce serait ensoleillé avec un minimum de 6 et un max de 19. On est maintenant rendu à la chronique prnds.net avec Jean-Samuel Guay et Mathieu Thomasin. Salut les gars. Good morning, Québec. Vous avez passé une belle semaine? Non, ouais, on est en feu, ben reine. On est allé faire un petit peu de kart en plus cette semaine. Ça a été très, très marquant. Qui a été le meilleur pilote entre vous deux? Mathieu a rentré dans une poutre. Mathieu a croché un kart. Mathieu s'est avec 2 tours d'avance sur JS, cependant, faut pas oublier. C'est qui a eu le meilleur temps? Non, je suis en avant de toi, Nathan. Sérieusement, là, on pourrait aller régler ça une autre fois. Là. J'ai le papier, numéro 26, c'était moi. En gros, Gabin Yannick, je vais t'expliquer ça. On part la course, on était avec les gens du Centre Porsche Québec, qui étaient déjà en train de commencer leur tour. Nous autres, on embarque 2-3 tours en retard. T'étais avec les gars du Centre Porsche Québec? Ouais. OK. Fait que dans une course course de cartes? Ouais. Oui. Pas en Porsche. Non, c'est ça. D'ailleurs, pour une activité de, si jamais vous avez un groupe, comment on appelle ça, club social. Club social au travail, puis vous voulez faire autre chose que d'aller à la cabane à sucre, le karting, c'est vraiment ce qui rapproche le plus. Puis il y a un petit bar salon VIP, c'est super le fun d'aller là, ça tisse des liens et ça rapproche les gens. Fait que 15 karts sur la piste, on est avec ces gens-là. Nous autres, on part 1 ou 2 tours en retard. À un moment donné, moi, je perds de vue de JS, je leur passe. Puis à un moment donné, mais écoute, un deuxième tour. Puis je vois mon JS qui me fait signe, qui dit « Hey, check Louis, est en avant, on va aller le bumper un petit peu, là. » Tu sais, question de jouer cochon. Fait que, pas de trouble, je pars, puis à un moment donné, moi, je suis comme en arrière de JS, puis JS l'échappe, puis tu sais, hop, petite dérape. Fait que je dis « Tasse-toi, laisse faire si t'es pas capable de le rattraper. » Je t'ai laissé passer, Matt. Bien sûr, bien sûr. Je t'ai laissé passer. Fait que je le passe, puis c'est comme un peu dans les Simpsons, le goût de me revirer, puis de faire un « Ha ha ». Mais ça a joué contre moi. Tu rattaches, je me suis reviré, j'ai jamais vu venir le terre en avant. Et boum! C'était dans la colonne. C'était une colonne. Puis tu sais, Mathieu, le pied au fond, en train de regarder ailleurs, et il s'est complètement effondré. Puis tu sais, là, le kart a vraiment levé. Tu sais, le cul du kart a levé dans les airs pendant que lui était en train de s'échouer. C'était magnifique. T'as fait un et moi qui viens pour repartir en plus, remets ça au fond, puis je me rends compte que les 2 roues, ils voulaient pas du tout aller dans la même direction en avant. T'as pas été blessé? Ben non, j'étais bien correct. C'est la bonne nouvelle. Y a pas de danger. Alors, la dernière fois qu'on était faire ça, on était 6, puis on a mis un autre groupe avec nous qui est un groupe de Chinois. Donc, on était en tout, là, une quinzaine. Mais sérieusement, rire de même, là, nous autres, là, on était tous des chums, fait qu'on compétitionnait entre nous autres, mais les Chinois étaient pas dans la game, là, mais pas pantoute. C'est sûr que c'est dur de conduire ton kart tout en prenant des photos, là, avec ton appareil photo, mais sérieusement, quand on a regardé, parce qu'à la fin de la course, ils te donnent ton temps, sur toutes les tours que t'as fait. Quand on a regardé la course, on avait des macacotos, tu sais, en bas, là. Sérieusement, on avait peut-être 5-6 tours d'avance sur eux autres. Eux autres, là, ils voulaient juste faire du kart avec nous autres. Ils ont trippé, mon gars, comme pas possible. Puis après ça, on a pris une bière avec eux autres en haut, là. On essayait de... Tu sais, il y a rien de pire qu'un Chinois qui parle anglais, là. Ouais, il parle tellement vite que t'as de la misère à le comprendre. Puis moi, ben, je parle anglais un peu, puis je m'exprime en anglais un peu, mais très lentement. Donc, il y avait un mélange culturel assez mais on a ri, là, pis on a pris des photos, d'ailleurs, des photos de nous qui circulent en Chine actuellement, ça doit pas être trop chic, là, mais c'est tellement le fun. Faire ça en gang, là, puis après ça, là, tu vas prendre une petite bière en haut, puis tu compares tes temps avec tes chums, exactement comme vous venez de faire. Mais toi, t'as eu le meilleur temps, mais t'as l'entrée d'une poutre. Ça, c'est parfait. C'est à quel endroit, ça, tu fais ça? C'est chez Karting Extrême, dans le cours du Colisée Pepsi. Vous pouvez réserver directement au 418-948-2126. C'est dans le cours du Colisée Pepsi. 418-948
28, 21, 26, karting extrême. C'est vraiment l'endroit pour se faire du fun. Et parlant d'asiatique aussi, il y a un de mes bons amis qui m'a toujours donné comme conseil de ne jamais déclencher un combat avec un asiatique dans un bar. En toutes circonstances, c'était pas une bonne idée. Il dit qu'il s'est fait courir sur le chest et se faire donner un petit coup de pied sur le bord de la mâchoire. C'était vraiment pertinent, ce petit moment-là. Ben, il m'a dit ça hier, c'est important à souligner de ne pas faire ça. Jamais aller au baseball avec toi, JS. On a-tu parlé en ondes à la date de mon frère? Ouais, mais on en reparlera un peu plus tard si vous le voulez bien. On va passer aux choses sérieuses. La Lexus IS. Yes, la 2014. Tout un défi pour le constructeur Lexus parce qu'il s'attaque à des BMW série 3, Mercedes-Benz, la classe C, Cadillac ATS, Infiniti aussi Q50 qui s'en vient. C'est vraiment les modèles les plus luxueux, performants, puis une des lignes les plus compétitives de l'industrie, puis il y a des styles à tout casser là-dedans. Est-ce que Toyota peut s'accrocher et se démarquer? On va se rappeler que la dernière version venait avec des petits trous du 7 pouces, puis la belle horloge digitale aussi qui nous rappelait vraiment les années de MC Hammer. Et là, il nous arrive avec la 2014 qui est complètement modifiée. On adore les lignes, le côté vraiment agressif. 2 moteurs aussi. On va avoir aussi le choix d'avoir la propulsion ou encore la traction intégrale et sans oublier le fameux package ISF. Le 2.5 V6 à 204 forces, 185 livres de couple. C'est quand même correct pour mon oncle Fabien qui va aimer son petit côté Lexus puis se promener dans des accélérations normales sur l'autoroute. Et en version IS 350, c'est là qu'on a plus de punch avec 306 forces, 277 livres de couple. Là, c'est prêt à allumer l'auto, tout en restant en douceur aussi lorsqu'on va se promener en ville. Transmission 8 vitesses, très très intéressante. La suspension va être beaucoup plus raide, en fait 20%. Donc ça va vraiment paraître au niveau Toyota qui avait souvent un reproche d'avoir un véhicule qui était mou, qui était vanille. On va avoir des barres anti-rouliers avec un châssis aussi qui est totalement solidifié. Et écoute, ça va être quand même une bagnole qui va être totalement différente. Côté intérieur, la position d'assise va être beaucoup plus basse. C'est quand même très luxueux, élégant. L'instrumentation qui est toujours aussi originale du côté Lexus. On va avoir un écran central, un qui est des plus clairs et des plus précis sur le marché. Petite perte d'espace pendant en arrière lorsqu'on va accéder à la version intégrale à cause du tunnel qui est vraiment élargi. Puis écoute, vraiment des courbes sexy là pour ce véhicule-là. Bye bye les 17 pouces laids et on aime ça agressif et c'est la tendance que Toyota commence à prendre avec sa gamme sur le marché, des véhicules qui vont être un petit peu plus punchés et tant mieux, on en avait besoin. Tu voulais ajouter quelque chose, Jess? Oui, mais je trouve que le moteur V6 de 3.5 litres, le deuxième de 306 chevaux est quasiment nécessaire. Puis ce que je trouve plate un peu au niveau de la IS, c'est son absence de sportivité. C'est sûr que là, ils vont rajouter un paquet de composantes qui va ajouter beaucoup de dynamisme au véhicule. Mais tant qu'à avoir une berline de cette catégorie-là, de catégorie intermédiaire, ça a été le fun d'avoir des moteurs peut-être un petit peu plus puissants. Puis surtout l'accessibilité à des boîtes de vitesse manuelles. Celle-là est seulement disponible dans la version IS 250, donc avec le plus petit moteur. Lorsqu'on passe à la version IS 350, avec le moteur que je trouve nécessaire, pas de boîte de vitesse manuelle, alors que pourtant ils font une super de bonne job au niveau de la conception globale de l'embrayage. C'est super le fun, mais tu sais, dans cette catégorie-là, tu sais, punchez donc un peu. De toute façon, ils ont déjà 3 autres berlines, la ES, la GS puis la LS qui sont pâteuses, moelleuses puis qui sont axées sur le confort. La IS, ça a été le fun, tu sais, on y va le tout pour le tout puis on pense un peu aux jeunes. Ben écoute, si tu veux vraiment un look plus agressif, tu as le moyen d'aller chercher le package TRD, donc Toyota Racing Development. Là, il est juste présentement annoncé du côté du Japon, cependant, ça va sûrement s'en venir du côté américain. Au côté look, on va donner une petite extension de la lèvre avant. Les jupes latérales vont être ajoutées. Un petit aileron sur le coffre qui est quand même discret, qu'on est très loin des paniers d'épicerie style Costco, rapide et dangereux. On rajoute un diffuseur aussi arrière. Roue 19 pouces, multibranche aluminium, la suspension sport, encore une coche de plus que celle-là avec laquelle elle vient d'origine. Les barres anti-rapprochement, tant en avant, en arrière, en dessous du véhicule. Ce fameux petit kit-là, on parle de 437 700 yens, Yannick. Conversion en américain, s'il vous plaît. Je sais pas. Ah, moi, je sais, ça fait, je saigne du nez. Non, saigne du nez. 4270 $, quand même pas si pire. Donc, comme je mentionnais, c'est seulement annoncé du côté TRD au Japon, où elle va placer là, le lien pour que vous puissiez voir ces petites bêtes agressives-là. Puis sérieux, le côté look arrière en plus, là, on dirait une série M, là. J'aime bien.
How much ce petit bijou-là de Lexus IS tout équipé? Je n'ai pas encore les prix du côté canadien. Ouais. Cependant, on peut s'attendre à ce que ça joue dans les mêmes prix qu'on a présentement là, pour la Lexus. Là. Donc, c'est quand même des berlines qui vont pouvoir jouer entre 40 000 et dépasser parfois même le 50 avec les différentes options qu'on va ajouter. Du côté ISF, JS, aide-moi donc là-dessus. Des alentours de 70 000, puis la IS 250 de base des alentours de 33-34 000, sans les taxes, sans les frais de transport et préparation. C'est ça qui fait que ça monte vite dans le coin de 40. Ça monte autour de 40 000 avec tous ces frais-là, puis autour de 70 avec la ISF. C'est coûteux, mais c'est pas mal d'un prix. Mais la IS 250 à 33 000, c'est le prix de détail suggéré par le fabricant qui est pas mal de plus bas de sa catégorie. Les autres commencent vraiment à 40 000 plus les frais. Fait que c'est quand même intéressant. Vous avez moyen d'avoir accès à un bon petit bolide pas trop cher. Excellent. BMW Série 5 2014. Ben oui, on va rester des berlines luxueuses pour cette chronique. Puis tous les amateurs de véhicules allemands et de performance. Moi, j'ai un petit faible pour les véhicules allemands. Je trippe pas mal là-dessus. Puis c'est des choix qui sont émotifs. C'est des choix qui sont loin d'être rationnels parce que c'est vraiment axé sur le plaisir de conduite, sur le feeling, le dynamisme. Et la série 5 est pas mal concentrée là-dedans. Surtout que la série 3 a tendance à manquer un peu d'espace. Vu ses moteurs 6 cylindres en ligne, ça fait que toute l'habitacle est un petit peu plus restreint. Donc, au moins avec la série 5, on a beaucoup plus d'espace intérieur. Puis en plus, on a un confort qui est quand même assez redoutable. Les bancs de la série 5 ont toujours été enveloppants, ont toujours été bien le fun. Puis tout ça sans perdre son aspect sportif. Puis sa conduite à tout casser qui est vraiment assez significatif chez BMW. Donc, la nouvelle série 5 nous arrive plus habile, plus confortable, avec toujours un sens de l'esthétisme qui est assez profond. Tu sais, une BMW, quand on la croise, on se demande pas si c'est un Hummer ou une Buick. On sait que c'est une BMW très significatif avec les deux narines à l'avant. Ouais. Il arrive avec une profusion de nouvelles innovations pour la série 5 2014. Et c'est important de vous souligner aussi que c'est pas une nouvelle configuration, c'est pas une nouvelle voiture. C'est vraiment juste la série 5 qu'on a vu arriver dès 2011, qui a été améliorée. Puis là, on a encore juste des petites modifications qui font que la voiture est encore plus belle et plus intéressante. Notamment le nouveau système d'infodivertissement eDrive qui vient s'adapter pour accueillir les nouvelles technologies. On soit aussi toujours la même configuration du rouage, donc propulsion ou traction intégrale. Et ce qui est le fun cette année, c'est que la version GT vient se raffiner un petit peu. La version GT qui a connu un succès aussi retentissant que le retour des Backstreet Boys en 2010. Hang and tough. Combien? Combien quoi? Combien valait le coût des billets pour les Backstreet Boys? Trop cher, trop peu de résultats. Tu sais, celle-là que t'as sur ton mur dans ta chambre, je te rappelle pas du prix. Ça vaut combien la BMW Série 5? Entre 55 000 et 75 000. Toujours disponible dans le fond avec la version GT, la version Touring aussi, qui est la version familiale dans le fond, et la version M5 très redoutable qui... on se rappelle la génération précédente qui était avec un V10 de 500 chevaux. Depuis la dernière génération, on a un nouveau V8 de 4,4 litres biturbo de 550 chevaux. Et cette année, on augmente ça de 10 chevals pour la version standard de la M5. Et on augmente de 15 chevals. Oui, on peut dire cheval au pluriel maintenant, désormais, grâce à la nouvelle réforme. J'adore ça. C'est une rumeur. Ça me permet de faire des fautes d'orthographe à la radio. Tout le monde, à chaque fois que je dis des chevals, sont comme... Hey. Ouh, c'est l'oreille. C'est votre problème, c'est à vous autres de pas mettre une réforme un peu bizarre, puis je peux écrire oignon, pas de i aussi. Mais c'est faux, ça. C'est faux, ça. T'as pas le droit de dire ça, 15 cheval. Ben, ça a l'air que la nouvelle réforme, moi, je fais juste suivre le gouvernement là, dans leurs projets bizarres. Hein. Les jeunes, la drogue, la boisson, ça... Hey, t'imagines-tu, les gens savent pas parler, fait qu'on va s'adapter en dessous. On va leur mouler ça, puis les gens qui sont forcés pour apprendre à parler comme du monde, eux autres, ben, c'est ça, qu'ils fassent comme la masse. Bienvenue au Québec. On parle maintenant d'un véhicule que j'aime beaucoup. J'adore son look, le Chrysler 300. Mais quand tu le regardes, c'est comme disait JS, on sait que c'est un Chrysler 300 aussi. Le parfait véhicule pour les bad boys, les rappeurs, ceux-là qui veulent adapter un petit côté bling-bling à leur vie. Écoute, cette génération-là, en partant, les roues 20 pouces d'aluminium donnent un solide look. L'utilisation du chrome noir, l'agencement des miroirs portes, le phare avant maintenant qui est vraiment rendu avec la ligne au LED, qui suit en plus la direction dans laquelle tu vas tourner ton volant. Oui, puis c'est non seulement adaptatif en direction, mais aussi en hauteur. Donc, ce qui veut dire que, mettons, tu prends un virage et que tu vas tourner vers la droite,
ton phare, sa projection va pouvoir se déplacer jusqu'à 18 pouces du côté intérieur et 7 pouces du côté intérieur. Et ça va s'ajuster aussi selon le niveau. Donc, lorsque tu vas monter une côte, les phares vont baisser pour vraiment que tu perdes pas de l'éclairage dans le ciel. Et aux mêmes choses que lorsque ton véhicule va descendre, il va y avoir vraiment une élévation qui va se faire pour que tu vois comme il faut sur la route. Donc, ça, c'est vraiment assez particulier. T'es-tu assez persuadé que ce genre de véhicule-là, avec ce genre d'extra-là, va fonctionner à moins 40? Oui. Parce que tu te souviens que dans le temps, on avait commencé à sortir des chars que les phares sortaient Je pense le plus notable, c'était quand il faisait moins 40 ou dans une tempête de neige, tu partais ton char, puis il y a juste un œil qui ouvrait. Un petit clin d'œil une fois de temps en temps, faire un petit boom-bow. C'était épouvantable. Mais ça, tu penses que ça va fonctionner quand même à moins 40? Oui, je pense pas qu'il y ait vraiment de problème parce que c'est vraiment à l'intérieur du compartiment. Ce que tu me parles, c'était vraiment extérieur. Donc, un moteur qui était souvent exposé aux intempéries, puis le style K2000 Trans-Am là, dans ce temps-là. Mais le pire, je pense, c'était la 928S. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'est quand même assez vieux dans les années 89. Premièrement, Porsche, t'avais un éclairage standard avec quelques lumières carrées en avant. Et quand tu tournais la switch, eux autres, ils s'ouvraient pas, vers le haut. Ils prenaient vraiment vers l'arrière et ils sortaient pour aller se placer en position avant. Puis c'était des phares d'environ 12 pouces qui sortaient de ce véhicule-là. Allez voir ça, là, vraiment sérieux. Ça vaut la peine de voir comment la technologie évolue. Puis ça, souvent, ça brisait. Et un petit moteur là-dedans, Porsche, malheureusement, ça coûtait très cher. Mais c'est un très beau véhicule antique pour le 928S. Je suis pas inquiet pour cette mécanique-là. Je te dirais que Chrysler ont fait beaucoup d'avancements sur leur fiabilité. Puis comme je te mentionne, c'est à l'intérieur, la chaleur du compartiment moteur va aider de ce côté-là. Écoute, quand tu regardes le véhicule, c'est masculin, c'est prominent, c'est gros. On se le cachera pas et c'est une très grosse berline, mais on aime ça quand il y a de la présence sur la route. Tu sais, t'arrives à la lumière à côté, là, la petite demoiselle te regarde du haut de son petit accent, là, puis elle sait que t'es un vrai mâle au volant de ce véhicule. Ouais, il y a ça, puis il y a d'autres choses aussi. Il y a le fait que c'est une voiture qui est extrêmement confortable puis qui fait pas juste faire peur aux dames sur le trottoir. Ben, ça, c'est quand la madame est rendue en dedans là, que tu parles. On n'est pas rendu encore à cette étape-là. Mais l'intérieur, écoute, les matériaux sont rendus souples et doux. Les bancs en cuir de type Napa, ça, c'est une sorte de cuir qui est vraiment doux, naturel. Les bancs qui sont confortables, ventilés, chauffants, une multitude d'ajustements aussi. Bien entendu, la possibilité de placer en mémoire ta position de conduite préférée. Donc, quand tu es en mode bling-bling, chill, puis tu veux te reculer puis quasiment te pencher pour pas que personne te voie, tu payes sur 1. Et quand tu veux vraiment revenir en conduite sportive, parce que oui, ce véhicule-là est sportif, tu payes sur 2. Intérieur, espace, luxe, volant de cuir chauffant. Le toit ouvrant panoramique double est quand même offert en option. La particularité aussi de la cabine, c'est que c'est extrêmement calme, pas de bruit. C'est vraiment grâce au pare-brise qui a été laminé avec un matériau acoustique. Même les contours de roue, on a appliqué 2 couches de fibre acoustique et en dessous, c'est la même chose. Donc vraiment un composite pour éliminer le bruit. Et ça, c'est très, très notable une fois assis à l'intérieur du véhicule. L'écran central, 8.4 pouces. Écoute, on dirait un iPad. C'est gigantesque. Ouais. Puis on dirait la grosseur nécessaire pour que ça soit bien le fun. Ouais. T'as l'écran qui est plus petit un peu, c'est 4,7 pouces, si je me trompe pas, 4,6, qui fait très bien, mais cette grosseur-là, là, c'est le fun. Oui, c'est très, très le fun. Puis c'est un des systèmes, en plus, les plus intuitifs qu'il n'y a pas. Donc, toutes les commandes, tant des bancs chauffants, mode sport, informations sur le véhicule se retrouvent là. Et chapeau, on n'a pas réinventé la roue, là, mais on adore ce système-là. C'est selon moi, l'un des systèmes les plus intuitifs sur le marché, là, tu sais, bien en avant de n'importe quel Ford ou Chevrolet. Puis même dans la compétition, il y a peut-être juste Kia avec son système Yuvo qui va être aussi intuitif, mais c'est un charme, j'adore ça. Gauche bleu saphir dans le tableau de bord, l'utilisation des LED aussi à l'intérieur. On a le système de son Beat by Dr. Dre. Yo, yo, yeah. Pour la version pour la version C qu'on conduit cette semaine. Exact. Et la version S aussi. Donc ça, c'est vraiment 3 haut-parleurs 3.5 pouces dans la console d'instruments en avant, 2 3.5 pouces donc dans les portes arrière. 2 6x9 qui sont vraiment uniquement pour la base dans les portes. Et on y va aussi avec 2 autres 6x9 complètement en arrière avec un sub de 8 pouces. Le tout amplifié avec 552 watts de puissance. Écoute, quand on parle de Chrysler 300, c'est l'intérieur aussi là qui est vraiment prédominant. Et on adore aussi la caméra arrière là, sur cet écran de 8.4 pouces là. C'est magnifique. J'ai l'impression d'écouter un film pendant qu'on recule. C'est le paysage là-bas. Carlé, une coucher de soleil. T'as eu un accident, il a reculé dans l'autre. Oh, finalement, c'est mon bumper. Il sort le popcorn.
On va être lâche, là. En 2050, là, je t'annonce qu'on va être lâche. Là. Quand c'est rendu que tu pèses sur un piton pour ajuster ton banc, quand c'est rendu que tu pèses sur un piton pour ajuster ta conduite, c'est hallucinant. Ouais, ça, là, c'est des signes de la vieillesse, là, d'être vraiment réticent au changement en passant, Yannick. Ça se peut. Quel âge, sur 45 ans? Ça se peut. Tu sais, Yannick, juste l'option de parler avec ton cellulaire au travers de ta voiture, c'est très intéressant, puis ça peut empêcher beaucoup de tickets, hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Moteur et transmission. Au niveau de la motorisation, on a un nouveau V6 Pentastar qui est arrivé il y a 2 ans, un V6 de 3.6 litres qui fait pas encore ses preuves. On en reparlera pour l'inspection mécanique, mais il fait quand même une bonne job puisqu'il est marié en relation, en conjoint de fait, dans une relation très viable. Ils n'ont pas encore eu d'enfant, mais ça se passe bien. Avec la boîte automatique à 8 rapports, qui est tout simplement génial, qui permet d'avoir une vitesse de croisière sur l'autoroute dans les alentours de 1500 à 1700 rotations par minute au niveau du moteur. C'est très, très doux, c'est sweet, c'est comme manger de la guimauve sur le bord d'un feu. C'est plaisant, agréable, ça consomme très peu. Chose intéressante aussi, au niveau de la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif. En bon québécois, un cruise control qui check à distance lui-même. Dans le fond, tu as juste enclenché le système de régulateur de vitesse, puis lui va s'adapter avec la distance du véhicule qui est à l'avant. Donc ça, c'est un vrai charme. Il y a moyen de faire Québec et Montréal sans toucher, sans reconfigurer le régulateur de vitesse. Fait que c'est très agréable, très le fun. Au niveau motorisation aussi, la version qu'on a arrive avec un V8 de 5.7 litres développant 363 chevaux. Ça, on aime ça. Avec un V8, t'es capable de rouler à 1500 tours? Non. Ça, c'est avec le V6 de 3.6 litres avec la boîte automatique à 8 rapports. OK. Ça, c'est vraiment plus axé sur l'économie d'essence, on essaie d'être plus pro-environnemental, puis aussi plus logique. Parce que s'il y a quelque chose de pas logique dans le Chrysler 300, c'est bel et bien le V8 de 5.7 litres, qui est pas le plus gros moteur en passant, j'arrive avec ça bientôt. C'est pas logique, c'est pas rationnel, mais maudit que c'est le fun. Ah oui. Ah, c'est satisfaisant. Les décollages aux lumières rouges, là, tu sais, on s'entend, oui, on a des limites de vitesse à Québec, mais quoi de mieux que de faire le 0,50 km/h le plus rapidement possible et à chaque lumière rouge. Ah, c'est le son, c'est la puissance, c'est le confort aussi, les reprises. Tu sais, moi, je vois un Ram passer à côté de moi, c'est parce que le grand, on a le même moteur. Pas de trouble là, tu sais, c'est super le fun, c'est satisfaisant, puis c'est cependant jumelé à une boîte automatique à 6 rapports, donc ça consomme en sapristi. On vous arrive avec ça dans pas long aussi au niveau de la consommation. J'ai fait pour la première fois, je me suis privé d'une activité à cause de la distance. Cette semaine, j'ai dit, excuse-moi, c'est ben trop loin de la chenoute, je vais pas là. J'étais à mi-tank. J'ai passé une moitié de tank à essence dans une journée à un moment donné. C'est n'importe quoi, là, c'est fou raide, fait que, en tout cas. Mais on peut l'aborder quand même au niveau de l'économie d'essence, là, je pense que ça vaut à peine d'en parler. C'est moins pire aussi encore que le V8 de 6.4 litres disponible dans la version SRT8. On va mettre la vidéo en ligne, on a eu ça l'année passée. La version SRT8 qui est encore plus violente, qui consomme encore plus, puis qui est encore plus irrationnelle, mais quand même, le 5.7 litres, c'est un bon compromis si vous voulez absolument avoir un bon moteur. Consommation d'essence? Yes. Donc, en version 363 forces, on parle de 14.4 litres en ville et de 8.5 sur l'autoroute. Donc, on a vraiment un système qui va désactiver là, une partie des cylindres pour obtenir une meilleure consommation. Si on irait avec le V6, 292 forces, là, on aurait 10.9 et 6.4. C'est des chiffres qui sont quand même assez élevés. Mais écoute, tu t'achètes un V8 avec une grosse cylindrée, là, beaucoup de déplacements, ben, je pense qu'il faut que tu t'attendes aussi à payer un petit peu d'essence là-dessus. Donc, le score de GES, en réalité, ça donnait quoi? 17.5. 17.5 au 100? Ouais. Mais ça n'a pas de sens, là. C'est en ville, ça? Ouais, c'est en ville seulement. Mais est-ce que c'est parce que le véhicule est très, très lourd? Il y a ça, traction intégrale aussi, qui n'aide pas nécessairement. Au niveau aussi de la configuration de la transmission automatique, donc on n'a pas nécessairement la 8 rapports non plus dans celle-là. Et il y a probablement un comportement de jeune caloté aussi qui aide pas malheureusement à ce chiffre-là. Parce que qui vous parlez? 17 au 100, là, on s'entend que c'est pratiquement la consommation des Dodge Ram? Ouais, même le Dodge Ram, ben, encore une fois, si tu le charges d'après moi, tu vas dépasser ça. Donc la consommation, là, on revient encore là-dessus. En chiffre du manufacturier, c'est une chose.
En réalité, ça n'est une autre. Même les pneus vont jouer sur la consommation, le type de pneus que tu vas acheter, la pression que tu vas mettre à l'intérieur, s'il fait chaud, s'il fait froid dehors, sans oublier que c'est un beau gros vent de face lorsque tu vas rouler. Tu vas voir que ça va paraître énormément, surtout sur un véhicule qui est quand même assez lourd. Je vais t'en prendre au niveau du comportement. J'ai pas un comportement de jeune caloté. Au contraire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conduit normalement. Je me suis pas soucié de l'économie d'essence parce que je pense que les gens, en général, vont conduire comme ça. Ils vont conduire pour se dépêcher, puis ils vont avoir des accélérations qui sont pas toujours contrôlées, puis une vitesse qui sera pas toujours à la vitesse maximale demandée. Donc, j'ai conduit normalement, puis ça m'a donné ça. On s'entend que c'est un véhicule qui est le fun en accélération. T'arrives d'une entrée d'autoroute, là, tu sais, t'as quand même 363 forces, là, puis t'achètes un véhicule avec ce moteur-là pour en bénéficier, pour en profiter. Fait que quand t'arrives là sur l'entrée d'autoroute, c'est sûr que tu vas vouloir peser. C'est la seule place que tu peux rouler un 100 km/h. C'est sûr que tu vas vouloir avoir le feeling d'accélération. Puis écoute, au diable le portefeuille, au pire, on t'incroche le jeudi quand il y aura 3 cents de rabais. Parlons du portefeuille, justement. Comment vaut le Chrysler 300? Bon, au prix de base, on parle de 31 745 $. Il y a une multitude de configurations en passant, énormément d'options pour ce véhicule-là. Une S all-wheel drive, on va parler de 37 945. Celle-là qu'on avait, 38 745 pour les couleurs noires. Bon, on s'entend que la majorité vont être noires. Faut s'attendre à débourser un 300 $ de plus, de même que le blanc perlé. Transport, on parle de 1695 $, taxe du climatiseur fédéral 100 $. Et pour, mettons, moi j'ai rajouté environ 4985 $ d'options, là, qu'on parle du moteur EMI, le U-Connect, les lumières, le radio Dr. Dre, Yo Yeah Rap. Et on y va. C'est pas beau, ça. J'adore ça. Non, fais pas ça. Oui, non, j'aime pas ça. J'adore ça. Ça rajoute. Avec la casquette à l'envers, non, j'aime pas ça. OK, votre note. 45 525 $ en passant, Yannick, au total. Puis présentement, sur le site de Chrysler, vous avez des rabais de 2500 $, donc c'est possible. Allez voir, donc c'est ce que j'ai vu en consultant le site web aujourd'hui. Excellent. Votre note sur 5, les gars? Je vais donner un 4.5 sur 5. Mais ça serait quasiment, je mettrais quasiment un 4 à cause des petits problèmes qu'il y a au niveau du moteur de 3.6 litres. Il semble-t-il qu'il y a des problèmes de culasse au niveau du moteur. Ça a l'air que c'est un petit peu problématique de ce niveau-là. Puis là, à ce moment-là, on se retrouve coincé à prendre le V8 qui consomme trop. Puis aussi, on n'aurait nécessairement pas le choix de prendre la traction intégrale puisque l'hiver, c'est un petit peu problématique. Je connais quelqu'un qui en a un qui est propulsion l'hiver puis qui s'en est quand même bien sorti, mais c'est plus exposé à des risques de rester coincé en toutes circonstances. Donc, tu sais, on est comme, tu sais, oui, c'est un bon véhicule, mais on doit faire des compromis qui des fois sont pas très intéressants. Fait que je vais aller avec un 4 sur 5. Matt? Je vais avec un 4.2 de mon côté. La motorisation, la puissance de ce véhicule-là, le luxe. C'est numéro 1. Un petit down, bon, du côté de l'économie d'essence, comme mentionne JS, si vous avez un budget serré, vous allez peut-être trouver que les activités de fin de semaine coûtent plus cher, surtout si vous vous déplacez loin. Mais pour le reste, 4.2, je pense que c'est très raisonnable. Et Chrysler qui est sur une très bonne lancée avec l'ensemble de ses véhicules, donc chapeau. Merci beaucoup, les gars. Il reste moins de 2 minutes. Question d'une auditrice. Evelyne qui dit « J'ai acheté une Mini Cooper 2009 en version non turbo. Est-ce que c'est un meilleur choix que la Cooper S? » Oui, puisque le moteur turbo de la version S était beaucoup moins fiable. En soi, le véhicule est tout simplement... Moi, j'ai adoré la conduite de ce véhicule-là. Un petit go-kart. Ah, très maniable, très le fun. Ça a un cachet que les autres véhicules n'ont pas. La Fiat 500 est en train d'essayer de rattraper ça puis de faire à peu près la même chose. Mais selon moi, ça prend 2 Fiat 500 pour accoter une Mini Cooper au niveau de la conduite. Puis le turbo, c'est vraiment ça la grande problématique de la Mini Cooper. Donc, c'est une fiabilité qui est quand même très bien. C'est pas ce qui se fait de mieux, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, mais c'est quand même un choix qui est émotif. C'est sûr que les coûts d'entretien sont un petit peu élevés. Puis au niveau du toit ouvrant aussi, ça arrive souvent qu'il y a des bris du mécanisme à ce niveau-là. Mais à part de ça, c'est quand même relativement bien. Puis tu sais, c'est le véhicule qu'on ne peut pas conduire sans afficher un sourire dans son visage. Tu l'essayeras, mon Yann. Je pense que c'est le genre de véhicule qui te conviendrait le mieux vu ton look. Fait que c'est ça. Excellent. Coordonnées pour vous joindre? Ajoutez-moi donc sur Facebook. J'aime tout le temps ça, voir un petit plus. Demande d'amitié. J'aime toujours bien ça. Ajoutez-nous sur Facebook. C'est vraiment l'endroit idéal pour nous poser des questions aussi sur l'automobile. Jean-Samuel Guay sur Facebook ou Mathieu Thomasin. On a des petits problèmes avec la boîte courriel du site internet qu'on va rétablir sous peu. Sinon, vous pouvez nous joindre par téléphone 418-999-6949 999-6949 ou visiter le site www.prnds.net. C'est la première fois que tu oublies tes remerciements.
Je remercie aussi le garage Carbo situé au 2671 rue de la Fonde à Saint-Émile. Merci beaucoup au garage Carbo qui a enrichi nos chroniques en nous faisant part des inspections mécaniques sur chacun des véhicules qu'on essaie durant la semaine. C'est le meilleur garage en ville, puis en passant les changements de pneus, si c'est pas encore fait, sont à seulement 35 $, les amis. Merci les gars, bonne semaine. Hey, bonne fête. Bye. Le show du matin week-end. Wow. Radio X. La chronique Auto PRNDS à tous les dimanches matins, une présentation de Best Buy pièces d'auto Rive-Sud. T'es un garagiste minutieux de la qualité? Moi pis toi.